pas envie d'appeler un helpdesk qui te dit attends, je m'en attends. Et toi, t'es là avec ton problème, ton hôpital. En règle générale, on va dire que les pirates sont là pendant 6 mois, voire 1 an dans le système. Le risque zéro n'existe pas. Donc ce qui est super important, c'est de pouvoir anticiper ce qui va se passer. C'est-à-dire prévoir un plan de continuité d'activité, prévoir en fait toutes les actions qu'on va devoir mener pour être cyber résilient, et ça c'est quelque chose qui se prépare. Mais la question est très intéressante, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on peut encore dans l'univers informatique actuel, dans les hôpitaux, se dire, est-ce qu'on peut on peut se sentir en sécurité? J'aurais tendance à dire non. Bienvenue dans le podcast du futur, une émission où on va à l'avant des nouvelles technologies, on va discuter IA, discuter cybersécurité, chaque fois avec un expert et un acteur de terrain. C'est une émission qui est portée par NSI. Et aujourd'hui, on va parler de la cybersécurité dans les données, avec des données sensibles, dans les hôpitaux par exemple. Il y a plein de menaces chaque semaine en Belgique qui visent les hôpitaux, et on a la chance d'avoir deux experts. Un expert, Guillaume de chez NSI, qui lui accompagne plein de clients et donc qui voit tous ce que les clients vivent et qui a plein d'idées sur comment mieux se préparer. Et Sébastien, mais qui vit ça au quotidien, il est responsable d'Epsilon, un groupe d'hôpitaux à Bruxelles, responsable IT, et donc il va pouvoir communiquer sur ce qu'il vit lui au quotidien. Bonne émission. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du futur. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité. On a deux experts à côté de nous, je ne me trompe pas? Tout à fait. En tout cas, quelqu'un sur le terrain qui doit gérer la cybersécurité. Ah, j'aime cette modestie de début d'émission, de vraiment tout chouette expert. On va parler de cybersécurité, pourquoi parce que dans le monde de l'hôpital, surtout c'est la thématique du jour, les attaques sont hyper nombreuses, dans les entreprises de santé, il y en a toutes les semaines, on ne se rend pas compte quand on est citoyen lambda comme je le suis, qui va à l'hôpital tranquillement, on ne se rend pas compte que ces hôpitaux sont sensibles et sont sujets à de nombreuses attaques, ça explose pour l'instant. Et pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, un hôpital qui subit une attaque, c'est évidemment une perte financière, mais il y a un hôpital belge qui a été victime l'année passée d'une attaque, et c'est 11 jours de fermeture par exemple, pour un service qui doit se réaliser complètement. Et donc on avait évidemment envie de parler de ça dans le podcast du futur avec NSI évidemment, et nos experts à table, Guillaume et Sébastien, et je vais demander peut-être à Sébastien de se présenter en premier. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh bien donc Sébastien Van de Velde, donc je suis directeur informatique à Epsilon. Donc c'est un groupe hospitalier sur la région de Bruxelles qui regroupe plusieurs hôpitaux. Donc il y a l'Aramée, il y a Fonroy, il y a une MSP et alors on a aussi une clinique pour adolescentes, pour l'accueil d'adolescentes qui sont en difficulté psychique, donc Area+. Yes. Et donc toi, tu es vraiment quelqu'un qui vit ça de l'intérieur, parce que c'est un peu une partie de ton métier, c'est de veiller à ce que il n'y ait pas que les imprimantes qui fonctionnent dans un hôpital, mais que tu sois protégé, le mieux préparé possible à une attaque potentielle. Voilà, donc ça c'est un peu l'évolution de notre métier au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup moins de la cybersécurité et de tous ces aspects finalement qui doivent être gérés maintenant au quotidien aussi. Donc là on était plus dans un support traditionnel, c'est-à-dire veiller à ce que l'outil informatique fonctionne tout à fait correctement et soit disponible le maximum de temps possible, donc en continu, donc qu'on ait une disponibilité de 99,9% si c'est possible. Ici, la cybersécurité s'est greffée parce que pendant la période du Covid, ça a un petit peu explosé ces attaques, surtout au niveau des hôpitaux qui sont très visés parce que très vulnérables aussi. Donc on sait que les budgets alloués à la sphère informatique et donc à la cybersécurité dans les hôpitaux est bien moins grand que dans les banques, par exemple. D'accord. Et donc ça, le challenge à relever, c'est de faire le maximum de cybersécurité avec des moyens qui sont pas du tout similaires à ce qu'une banque peut sortir pour faire de la cybersécurité.
Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, à mon tour de me présenter, donc, je suis Guillaume Wyss, je suis en charge de développer l'activité cybersécurité pour le groupe NSI. Et je voudrais surtout rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Avant, on regardait surtout le côté, le fait que ça tourne, le maintien opérationnel. Et c'est vrai que chez NSI, qui est un acteur important de l'IT, il y a encore quelques années, le maintien en conditions opérationnelles, c'est un terme qu'on utilise dans le jargon, c'était le cœur du sujet pour NSI. Aujourd'hui, on vient greffer à ce maintien en conditions opérationnelles un autre sujet qu'on appelle le maintien en conditions de sécurité. Donc c'est vraiment une couche de service supplémentaire qu'on est venu greffer en fait à nos services managés pour accompagner nos clients sur ces sujets-là. Donc, Yes. Et tu as justement ce nouveau métier, ce nouveau secteur, ce nouveau, la cybersécurité. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner ou une image qui nous permettrait de mieux définir un peu ce que c'est, quoi? Bah, en fait, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on imagine toujours le hacker individuel qui vient pirater un système. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que au-delà de ces images qu'on a tous dans nos têtes, le sujet de la cybersécurité, c'est vraiment un sujet business. Un sujet business et au-delà du business, un sujet de continuité d'activité. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est pas juste des hackers qui viennent ponctuellement mettre à mal certains sujets. C'est vraiment un sujet beaucoup plus large. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de la réglementation qui est arrivée en Europe, la réglementation NIS 2, qui accompagne en fait quelque part ce besoin global de la société de se protéger pour être résilient. C'est pas uniquement quelque chose de concentré sur quelques entreprises, c'est un vrai sujet global à l'échelle mondiale et c'est pour ça que cette réglementation doit nous permettre aussi d'aller de l'avant sur ces sujets-là. Trop bien. Sébastien, on le disait en intro d'émission, toi, tu vis ça donc, au quotidien, ce métier qui a changé. Ça veut dire quoi être responsable IT aujourd'hui et ça veut dire quoi être sûr qu'on est notre structure est résiliente, tu vois, et est-ce qu'on peut être sûr qu'on est safe et tout ça Alors, être sûr, non. Sinon, le métier de la cybersécurité n'existerait pas. Oui. Donc, on doit essayer, comme sur un jeu d'échecs, finalement, d'avoir un coup d'avance, mais on sait que la plupart du temps, malheureusement, on a 2 coups de retard. C'est-à-dire que les attaques se font par des gens qui font ça de leur journée, donc c'est-à-dire que toute leur journée, ils essayent de trouver la faille de sécurité, le trou de sécurité que l'on n'a pas patché, pour s'introduire dans les systèmes, et on est face un petit peu à cette notion de on va demander une rançon. Donc c'est vraiment ça maintenant, l'aspect hacking, c'est d'aller demander une rançon. Et c'est vraiment à ça que les hôpitaux sont confrontés à l'heure actuelle. C'est pas juste une volonté de mettre à mal les systèmes ou de voler des données. C'est vraiment de dire, donnez-nous ce montant-là et vous pourrez continuer votre activité. Donc c'est vraiment tout à fait ce qu'on disait. Et donc c'est quelque chose au quotidien où on doit réfléchir constamment à comment évoluer. Et donc tous les projets sont imprégnés finalement de la cybersécurité. Parce qu'on ne peut pas se dire, aujourd'hui, pendant une semaine, on va travailler à la cybersécurité. C'est plutôt un projet de fond. C'est-à-dire que tous les projets mis en place doivent intégrer cette notion de cybersécurité. Question bizarre, mais tu dors bien ? Alors, je dors bien, mais parce que j'ai choisi à un moment de ne pas vivre ça de manière intense tout le temps. Donc, est-ce que je suis inquiet souvent ? Oui. Est-ce que ça m'empêche de dormir ? Non, parce que sinon, je ne pourrais plus avancer dans mes projets. Mais la question est très intéressante. C'est vraiment de se dire, est-ce qu'on peut encore, dans l'univers informatique actuel, dans les hôpitaux, se dire, est-ce qu'on peut on peut se sentir en sécurité ? J'aurais tendance à dire non. Mais voilà, on essaye avec nos partenaires, et NSI est vraiment aux premières loges par rapport à ça, d'évoluer vers plus de sécurité pour que justement la nuit je puisse dormir un petit peu mieux. Et je voudrais juste compléter, peut-être c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, on a beau mettre en place tous les moyens nécessaires de prévention et de protection, le risque zéro n'existe pas. Donc ce qui est super important, c'est de pouvoir anticiper
ce qui va se passer, c'est-à-dire prévoir un plan de continuité d'activité, prévoir en fait toutes les actions qu'on va devoir mener pour être cyber résilient. Et ça, c'est quelque chose qui se prépare. Et c'est encore plus valable, et je laisserai peut-être Sébastien rebondir là-dessus, mais c'est encore plus valable dans les hôpitaux, puisqu'il y a une dimension stratégique hyper importante, plus encore que dans des entreprises commerciales, puisqu'il y a des patients derrière tout ça. Et donc, à un moment donné, savoir ce qu'on va faire avec les patients quand il y a une problématique grave avec un arrêt des systèmes d'information, où on ne peut plus s'occuper de manière normale, conventionnelle des patients. Il faut peut-être je te laisserai évoquer ce sujet-là, mais il faut peut-être les transférer vers d'autres hôpitaux, il faut peut-être faire des choses très importantes. Tout ça, il faut l'anticiper. Et c'est pour ça que ces plans de continuité d'activité, en réalité, on ne parle pas de plan de continuité de l'informatique. On parle bien de plan de continuité d'activité, c'est-à-dire que ça embarque bien sûr les sujets de la cybersécurité, mais plus largement toute l'activité de l'entreprise ou de l'hôpital quand on est à l'arrêt. C'est ça. Et donc, évidemment, je me remets citoyen lambda que je suis. Quand il y a une attaque, t'es évidemment surpris parce qu'il y a une attaque et tout ça. Mais en fait, avant, l'hôpital, lui, s'il est bien organisé, il y a un plan de continuité où c'est quasi scénario est prévu, c'est ça? Et alors, qu'est-ce qu'on fait de quand une activité est bloquée, comment sont dispatchés les patients et tout ça? Alors, c'est exactement ce que la directive NIS 2 va nous imposer dans les 2 ans à venir. On sait qu'on doit rentrer dans cette logique de prévoir, et c'est là où il y a toute une complexité, il faut prévoir ce qui est imprévisible. Donc, on n'a pas de possibilité de réellement se dire quand on va être attaqué, qu'est-ce qui va être attaqué, comment est-ce que ça va être attaqué. Mais c'est vrai qu'on doit pouvoir se préparer à ça et pouvoir se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que l'activité de prise en charge des patients, qui est finalement, si je peux dire, le core business finalement d'un hôpital, peut continuer en l'absence finalement de l'outil informatique. Et ça, c'est tout le challenge à relever à l'heure d'aujourd'hui. Oui, parce que donc c'est ça, on te demande un peu l'impossible. On dit, ok, si l'aile hospitalisation ou est arrêtée, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Mais donc ça, tu n'y réponds pas tout seul, par exemple. Et tu dois mêler d'autres services de l'hôpital, parce que ça sort aussi de ton champ de... Comment ça se passe? Tu peux un peu nous lever le rideau sur comment se passent les discussions? Vous réunissez dans des salles sans fenêtres, sans micro, avec 4 élus. Raconte un peu comment ça se passe. Alors, je vais être un peu moins concret, malheureusement, que la question ici. Pardon. En fait, justement, on a un plan d'accompagnement, donc on a demandé à NSI de nous accompagner pour justement réfléchir un petit peu à la mise en conformité par rapport à NIS 2. Donc NSI va justement nous apporter un peu un éclairage de comment rendre ceci possible dans le cadre de la continuité d'Epsilon en cas de cyberattaque. Et donc, ça va être justement, oui, en effet, le contact avec tous les services et se dire comment est-ce qu'on continue l'activité, mais pas que l'activité de prise en charge des patients, c'est-à-dire le réapprovisionnement au niveau des denrées alimentaires pour pouvoir servir les repas aux patients, etc. Parce que, évidemment, tout ça passe aussi par l'informatique. Alors, ce sont des systèmes qui souvent sont externalisés, donc on est moins dépendant en cas d'attaque, on peut toujours utiliser une autre connexion Internet pour y aller. Mais quand même, il y a toutes ces questions qui vont devoir se poser, et donc ça va être un travail assez titanesque de cerner tous les flux et d'apporter une réponse opérationnelle à tous ces flux en cas d'attaque. Je voulais peut-être juste préciser, tout à l'heure je parlais du plan de continuité d'activité et c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y a une solution. Mais en réalité, pour compléter le propos de Sébastien, en fait il y a plein de scénarios à envisager, c'est ce que tu disais tout à l'heure et c'est en ça que c'est assez complexe à mettre en œuvre. Il y a le plan de continuité d'activité mais qui fait appel à de nombreux scénarios possibles. Oui, parce qu'en fait toi aussi, est-ce que tu dors bien? Moi aussi, je dors bien parce que je prends un peu de recul comme Sébastien. Mais c'est vrai que chez NSI, toutes les équipes, en fait, sont extrêmement impliquées d'un point de vue à la fois très opérationnel au quotidien, puisqu'on gère la sécurité au quotidien de nos clients, avec des sujets dont vous avez déjà entendu parler, comme le SOC, c'est la détection et la réponse, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en temps réel des événements de sécurité. Donc oui, il y a forcément un peu de pression dans les équipes, mais encore une fois, ce qui est important, c'est
le process. Qu'est-ce qu'on détermine pour gérer au mieux la sécurité de nos clients? Et donc, alors, toi, comment ça marche chez Nessie? Il y a aussi une pièce en fenêtre, quand même, faites-nous un peu rêver, et sans micro. Mais est-ce qu'il y a une veille de toutes les attaques qui se passent un peu dans le monde? Dire, OK, c'est un scénario qui pourrait être probable, on rajoute dans la case des scénarios, parce que c'est ça, vous devez tous les deux prévoir l'imprévisible, quoi. On ne sait pas ce qui va arriver, comment ça va arriver. Donc, il y a une liste de quoi? De 100 scénarios, de 200 scénarios. Et alors, comment ça se passe? Oui, ta question est super intéressante. C'est et en fait, métier, c'est encore plus compliqué que ça. C'est encore plus compliqué que ça, puisque en fait, j'évoquais quelques scénarios par rapport au plan de continuité d'activité. Là, les scénarios d'attaque, ils sont exponentiels. En réalité, en fonction... comment ça se passe une attaque déjà? Une attaque, c'est l'exploitation par une personne mal intentionnée ou un groupe de personnes mal intentionnées d'une vulnérabilité dans le système d'information pour s'y introduire. C'est un peu schématique ce que je dis, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Et en réalité... Lorsque une porte est ouverte, il y a une vulnérabilité, ils peuvent s'introduire par cette porte, mais après, quand vous rentrez par cette porte-là, il y a plein de scénarios possibles pour ce qu'on appelle élever des privilèges, prendre des accès, aller jusqu'aux données, etc. Et donc, en fait, tout ça, ça se passe vraiment en temps réel. Une vulnérabilité qui apparaît, c'est une porte d'un seul coup qui est ouverte. Je vais faire un peu le parallèle avec les systèmes que tout le monde connaît de vidéosurveillance et de surveillance d'habitation, où on a bien des opérateurs qui regardent en temps réel dès qu'il y a un événement qui se passe, une porte qui s'ouvre alors qu'elle n'était pas fermée, etc., qui peuvent prendre en compte des actions. Et bien là, en fait, bien sûr, il y a des experts, des humains qui sont derrière ces systèmes-là, mais on a aussi des systèmes très avancés qui vont permettre de donner à nos collaborateurs les scénarios possibles et la dangerosité de ces scénarios-là en fonction des portes qui se sont ouvertes. Et donc tout ça, on est vraiment dans un mode en temps réel. Et encore une fois, en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça veut dire qu'on a vraiment aujourd'hui la capacité avec le SOC d'avoir une visibilité très précise sur ce qui est en train de se passer. Quand tu parles de ce que vous faites chez NSI, j'essaie de me représenter l'équipe, tu vois. Là, tu es venu dans ton plus bel apparat, un costume magnifique. Merci beaucoup. On a l'image, peut-être trop des séries télé, mais tu vois, est-ce que dans votre équipe, il y a de la seniorité, j'imagine évidemment. Est-ce que aussi des tout jeunes, mais des génies que vous avez repérés, tu vois, quelque part en informatique? Est-ce qu'il y a des anciens hackers? Tu vois, comment... Ouais, je suis le seul à être en costume, en fait. Je pense qu'ils sont plus tous habillés comme toi avec le sweat à capuche. Mais ce qui est certain, c'est que chez NSI, on a bien sûr des experts avec beaucoup de seniorité, mais on embarque aussi beaucoup de jeunes parce que c'est aussi important, comme c'est une activité qui se développe énormément, d'embarquer des jeunes chez NSI. C'est des gens qui, avant tout, si je pouvais les décrire, qui sont des passionnés par ce qu'ils font. C'est vraiment des passionnés, tu les connais bien d'ailleurs Sébastien, des passionnés, et d'ailleurs tu me disais tout à l'heure en aparté, c'est vrai qu'en termes de disponibilité, voilà, je sais que je peux les appeler, ils font toujours le maximum pour moi parce que voilà, c'est vraiment des gens qui trouvent un vrai sens à aider les entreprises, les hôpitaux à se protéger. Alors en termes d'équipe, on a vraiment des gens qui sont hyper spécialisés sur certains sujets. En cybersécurité, on a l'impression que c'est un ensemble, on est ingénieur cybersécurité, mais il y a des spécialités en réalité. Il y a le réseau, il y a les plateformes. Aujourd'hui, beaucoup d'entités utilisent des plateformes comme M365, etc. C'est du Microsoft. À un moment donné, il faut avoir des spécialités. Donc, on a aujourd'hui des équipes d'experts sur certaines thématiques pour pouvoir justement accompagner nos clients sur une vision vraiment à 360 degrés de la cybersécurité. Mais il y a quelque chose qui est quand même très important chez NSI, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. L'origine de l'activité de NSI, c'est l'IT. Donc, en plus de ces experts en cybersécurité, on a de très nombreux collaborateurs spécialisés en IT sur un spectre très très large, que ce soit en termes de développement, en termes d'infrastructure, et c'est ça qui fait la force et notre capacité en fait à adresser les problématiques rapidement, puisqu'on a toutes les compétences à la maison. Donc Guillaume, vous ne le savez pas, mais il a évidemment la compétence Sales Business Development chez lui. Ouais, ça s'est vu. On peut plus m'arrêter quand je parle de... Je demande comment l'équipe, et c'était parti sur... il y avait quasi un prix à la fin de la phrase. Dernière question là-dessus sur l'équipe, parce que de nouveau, je
je viens pour un entretien d'embauche chez NSI, cybersécurité. Est-ce qu'on me donne un système infiltré, tu vois? Est-ce que c'est comme dans les films où là, je dérape complètement et c'est beaucoup plus prosaïque que ça? On demande si je connais Word et PowerPoint. Alors, en fait, le système à infiltrer, on est sur justement une activité très spécifique qui est le test d'intrusion. En réalité, la cybersécurité, c'est 5 grandes activités. Toute la partie évaluation, donc c'est à la fois l'évaluation technique avec les tests d'intrusion, mais c'est aussi l'évaluation de l'organisation. On parlait tout à l'heure de la conformité à NIS 2. Eh bien, il faut évaluer cette conformité à NIS 2. Ensuite, en plus de cette partie évaluation, il y a la partie mise en œuvre des moyens de prévention et protection. Et donc là, en fait, les moyens de prévention et protection, c'est toutes les mesures techniques ou organisationnelles qu'on va mettre en place dans l'entreprise, sur le système d'information, pour améliorer le niveau de protection. Ça peut être, par exemple, installer des firewalls, ça peut être sensibiliser les collaborateurs à la cybersécurité. C'est tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour mieux protéger. Ensuite, il y a un troisième pan d'activité, c'est tout ce qui est détection et réponse. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec le SOC, qui est un sujet essentiellement important. Et le quatrième pan, c'est la partie restauration. Une fois qu'on a eu une cyberattaque, comme on disait tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas, il faut qu'on puisse restaurer dans les meilleures conditions le plus rapidement possible. Et enfin, la cinquième activité, c'est la gouvernance. Comment j'organise tout ça? C'est en lien aussi avec le sujet qu'on évoquait tout à l'heure sur le plan de continuité d'activité. Oui. Donc aujourd'hui, voilà les grandes activités. Et donc pour répondre à ta question, parce que j'ai peut-être été un petit peu long sur l'explication, mais c'était important de replanter le décor. Oui. Donc à un moment donné, un consultant, tu me disais, est-ce que toi tu peux venir? Bah oui, tu peux toujours essayer, mais à un moment donné, en effet, si tu dois être dans l'équipe Pentest pour tester, donc essayer de s'infiltrer dans des systèmes d'information de nos clients, eh bien forcément, il faut à la fois que tu aies les compétences. Il y a des formations très spécialisées en fait et des certifications très spécialisées pour être pentester. Et puis après, si tu es junior, eh bien forcément, tu seras en binôme avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Parce que là, encore une fois, le pentest, c'est quoi? C'est des scénarios d'attaque. Donc, on ne s'improvise pas, il faut à la fois imaginer des scénarios d'attaque, mais en plus, il faut avoir de très bonnes compétences techniques pour essayer d'obtenir des résultats. Parce que faire un scénario d'attaque basique, qui ne permet pas de démontrer en fait quelles sont les portes ouvertes et quelles conséquences peuvent avoir des cyberattaques sur les données, sur la continuité d'activité, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Yes. Est-ce que j'ai mieux répondu à ta question? C'était un peu long, encore une fois. Hein. Oui, mais on sait comment tu es maintenant et voilà. Mais t'expliques bien les choses et ça fait plaisir. Sébastien, on disait avant l'émission que tu avais le numéro de GSM des consultants NSI. Quand est-ce que tu as dû les appeler? Parce qu'il y a une attaque, c'est ça? Alors ça, on peut pas trop le dire, hein, que j'ai les numéros de GSM, parce que c'est quelque chose chez NSI qui n'est pas tout à fait, voulu. On va couper, on peut mais disons que, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que on a cette disponibilité, cette proximité finalement avec les consultants à la fois historiques, mais les nouveaux aussi qui viennent nous aider dans nos différents projets. On a cette proximité où on se sent à l'aise de pouvoir les interpeller assez rapidement quand on a une inquiétude. Et donc, mon propos était surtout de pouvoir dire, quand on a une inquiétude, on ne doit pas passer par un long processus, passer par un système helpdesk qui va prendre des jours à nous répondre par rapport à un ticket, etc. On est vraiment avec quelque chose de l'ordre de la proximité, et c'est ça tout le confort de travailler avec NSI finalement, c'est d'avoir cette réponse rapide quand on a une inquiétude. Alors, les inquiétudes, c'est parfois pas justifié, mais au moins on peut poser la question parce que on n'a pas la possibilité au niveau des financements d'avoir toutes les compétences des spécialistes en cybersécurité dans les hôpitaux. Enfin, je veux dire, voilà. Mais par exemple, ton service IT, vous êtes combien, par exemple? Alors, donc, mon service IT, donc on est 7 personnes au total, donc ça représente en équivalent temps plein, donc c'est-à-dire si on doit dire, on met toutes les personnes et on retrouve l'équivalent au niveau temps plein pour l'équipe, on est proche des 6 équivalents temps plein. Ok. Et tu parlais d'inquiétude. Vous avez déjà dû faire face à une attaque au début? Comment
Alors donc, actuellement, j'aurais tendance à dire, et c'est un sujet intéressant et c'est une question très intéressante, c'est que nous n'avons pas dénombré actuellement d'attaques au niveau de Epsilon. Alors, je ne fais pas le malin par rapport à ça, je pense que c'est plutôt une chance, mais il faut savoir que les attaques, en règle générale, on va dire que les pirates sont là pendant 6 mois, voire 1 an dans le système. Ils repèrent en fait toutes les failles qui existent. Ils vont repérer où sont les backups, où sont les pièces importantes finalement de tout ce mécanisme. Et le moment où ils attaquent tout en même temps. Donc c'est l'intérêt. C'est-à-dire que c'est pas juste défoncer la porte d'entrée et venir regarder qu'est-ce qu'il y a, c'est que l'inventaire, il est déjà fait bien avant l'attaque concrète. Et donc... Franchement, je ne serais pas dormir. Hein. Bravo pour d'arriver. Ok, donc c'est vraiment... Donc, toi, tu te dis que ça arrive, mais non. Donc 6 mois avant, il y a une analyse de tout qui a été faite par le pirate pour pouvoir être le plus impactant, malheureusement, au moment... Tout à fait. Donc, ce qu'on se dit quand, je m'excuse, mais je suis ému par tout ça. J'ai des larmes qui coulent, c'est la cybersécurité. Mais donc, on pourrait imaginer donc, ce qu'on n'a pas envie d'imaginer, que là maintenant, depuis 3 mois, il y ait des intrusions non détectées. Et en fait, quand tu les détectes, c'est parfois où ça peut être trop tard, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ça, d'où l'intérêt des services en temps réel que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Où on va être beaucoup plus proactif puisqu'on va faire de la surveillance en temps réel de tout ce qui se passe. Oui. Quand vous avez déjà vécu des clients qui subissent des attaques, j'imagine. Eh oui. Avant le truc technique, comment ça se passe au niveau humain? Parce que j'imagine le stress doit être maximum. Complètement. Comme tu disais, t'as pas envie d'appeler un helpdesk qui te dit « Attends, je m'en attends. » Et toi, t'es là avec ton problème, ton hôpital. Comment ça se passe? Le stress, il est forcément très très fort quand ça survient. Mais j'ai aussi vu, moi, des équipes qui, après 15 jours de travail forcé sur la détection, l'analyse de la cyberattaque, la reconstruction de tout le système d'information, qui en fait avaient beaucoup de mal psychologiquement à s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent responsables. Si j'avais patché le serveur à temps, etc., etc. Donc il y a une vraie dimension humaine, et merci pour ta question, une vraie dimension humaine qui est importante à prendre en compte. Mais là, encore une fois, je suis désolé, hein, je vais revenir sur mes process, mais c'est hyper important parce que le fait de définir un process, de qu'est-ce qui se passe en cas de cyberattaque, comment on travaille, qui doit faire quoi, comment on s'organise, eh bien ça rassure les gens. Ça rassure les gens parce que c'est quelque chose qu'on a imaginé en équipe. Bien sûr, NSI accompagne aussi ses clients pour imaginer ces plans de continuité d'activité, mais c'est quelque chose qu'on imagine avec les équipes, avec les différents services en plus qui sont concernés, pour dire, bah voilà, en cas de cyberattaque, voilà comment ça va se passer. Donc ça a forcément un impact fort pour que les gens se disent, bah c'est la règle dans l'entreprise, c'est quelque chose qui a été défini, qui a été validé par la direction, donc je fais mon job. Donc à un moment donné, on définit que ça peut arriver et on définit comment on intervient si ça arrive. Quand ça arrive, les équipes, c'est quoi? C'est jour et nuit alors doivent être actives Ouais, c'est chez vous, elles arrivent sur site comment... En fait, ça dépend vraiment du type de cyberattaque, des enjeux derrière. Il y a des clients, des PME qui me disent, écoutez, bah là, on ne peut plus facturer, mais bon, ça ne nous empêche pas de continuer à produire puisque c'est juste la partie facturation. Donc, c'est pas très grave, on verra ça demain matin puisque de toute façon, c'est pas grave, je vais refacturer mes clients dans 15 jours. Pour moi, dans ce cas-là, ça ne changera rien. Donc, en fait, c'est très différent en fonction de l'activité. On comprend bien que dans un hôpital, par exemple, on peut avoir des enjeux beaucoup plus forts. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fonction de la nature de la cyberattaque, les intervenants ne vont pas être les mêmes. On parlait tout à l'heure de ransomware, c'est le fait de chiffrer l'ensemble ou partie du système d'information et de demander en fait une rançon. À un moment donné, il se peut qu'on doive échanger avec le hacker, négocier,
pas négocier pour négocier le paiement, mais négocier peut-être pour gagner aussi un petit peu de temps, pour pouvoir faire d'autres investigations. Attends, mais là, on est vraiment dans les films ici, hein, ok. Et quand ça se passe, qui fait ça? C'est l'hôpital? C'est vous? C'est les deux en même temps? Comment ça se passe? Nous, aujourd'hui, on a un service qui s'appelle SOS Cyber. SOS Cyber. Ah, ça y est, je fais mon commercial, là, c'est ça? J'adore. Mais non, mais tu sais. Non, tu peux aller. Mais là, on y est. SOS Cyber, ok. Et là, on peut, parce que SOS Cyber, je trouve que c'est quelque chose de formidable. C'est formidable parce que ça permet à toute entité de demander, en fait, à NSI d'intervenir en cas de cyberattaque, quels que soient les moyens de prévention et de protection qui ont été mis en place. Aujourd'hui, que ce soit les assureurs ou les opérateurs de cybersécurité, exige un certain nombre de choses à mettre en place pour pouvoir accompagner les clients en cas de cyberattaque. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre en place les moyens de prévention et de protection. C'est quelque chose d'essentiel. Oui. Mais l'entreprise qui, pour des raisons X ou Y, n'avait pas le budget, n'avait pas la bonne organisation pour mettre en place tous les éléments de protection, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On les laisse tomber? On les aide pas? Eh bien si. Chez NSI, on les aide. SOS Cyber, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais attends, parce que... je vais trop vite. Non, ton ADN de promo, tu repars trop vite en promo. Raconte-nous quand même, dans l'équipe SOS Cyber, est-ce qu'il y a un négociateur en chef? Est-ce qu'il y a quelqu'un, je sais pas moi, qui a fait criminaux, qui a fait psycho? Tu vois, est-ce que c'est comme ça? Je m'excuse de se poser ces questions-là, mais on se les pose tous derrière la caméra, donc je préfère la poser aussi. Tu vois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui négocie alors avec, qui est formé à ça? Exactement. En réalité, on a différents types de profils. On a des profils qui vont être en capacité d'intervenir dans l'heure pour couper un certain nombre d'éléments pour éviter que la cyberattaque se propage. Okay. Donc ça, c'est des collaborateurs qui vont être spécialisés sur ces sujets-là. On a aussi des collaborateurs qui vont être spécialisés dans ce qu'on appelle le forensic. C'est-à-dire le forensic, c'est analyser en fait la nature de la cyberattaque, par où ils sont passés, etc. Parce qu'on a besoin de comprendre avant de mettre en place des mesures pour rétablir. Parce que si on ne comprend pas bien, on risque de remettre tout en place et que ça revienne, que le hacker s'y remette juste après. Et pour répondre à ta question, oui, on a quelqu'un de spécialisé dans la négociation. Ah, grave, je vous laisse un petit silence pour qu'on se rende compte de ça. Donc, c'est ça qu'on parle. Il y a un négociateur spécialisé là-dedans qui vient pour essayer de récupérer, de négocier quoi, de gagner du temps pour virer la personne. Est-ce que ça discute avec le client? Il dit, je suis OK de payer une rançon, je suis pas OK de payer une rançon. C'est ça. En fait, dans ces cas-là, il faut tout mettre sur la table. Quel est notre problème? Si c'est un ransomware, eh bien, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a en termes de backup? Il faut analyser ce qu'on a sur les backups. Est-ce que les backups ont été bien imaginés dès le départ, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être compromis? Il faut qu'on les teste, qu'on fasse des tentatives de restauration. Et je vais t'avouer quelque chose, même si ça peut paraître quelque chose d'assez incroyable, ce sujet de la négociation, c'est quand même pas quelque chose qu'on déclenche tous les jours. Ça reste très exceptionnel, puisqu'en général, on a d'autres solutions qui nous permettent en fait de remonter l'infrastructure sans céder aux demandes du hacker. Oui, et est-ce que quand on lit le journal, on entend toujours les gens qui disent: nous, on ne cède pas à la rançon, on n'a pas cédé, et les otages reviennent sans rançon, et les hôpitaux se libèrent sans rançon. Enfin, bref, on ne dit jamais plus ou moins, c'est normal, c'est le jeu. Mais toi, c'est quoi ton conseil à un client? Justement, si tu dis, si en fait, les backups, il n'y a rien qui était fait, c'est trop tard, il faut céder parce que c'est la solution. Est-ce qu'il y a une bonne approche de ce sujet-là? Alors, est-ce que je dois donner mon conseil avec la casquette NSI ou ma vision individuelle de la chose? En tout cas, tu peux pas faire de promo. Ah bah justement, je vais donc me permettre de donner ma version personnelle de la chose. La problématique, en fait, lorsqu'on paye une rançon, c'est que on va donner des fonds vers une organisation qu'on ne connaît pas, qui, dans la quasi-totalité des cas, est une organisation criminelle. Et aujourd'hui, il y a quand même une réglementation européenne sur les transferts de fonds et la gestion de ces fonds. Et donc, à un moment donné, il y a quand même une dimension qui va au-delà du business ou de la continuité d'activité sur le fait de fournir des fonds à des organisations terroristes.
Donc ça, c'est en effet une réponse. C'est une réponse flaguée, qui est une réponse plutôt de l'ordre moral. Oui. Après, d'un point de vue très opérationnel, encore une fois, ça dépend des situations. Dans la majorité des cas, si on a mis en place un système de backup qui est bien fait, qui est testé régulièrement, on doit pouvoir s'en sortir. Okay. Payer la rançon, c'est le dernier recours, quoi. C'est le dernier recours. Et j'ai encore lu une statistique il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Moi qui suis français, en France, en fait, il y avait une grande polémique avec le monde de l'assurance sur est-ce que les assureurs payent ou pas les rançons. Il y a eu cette grande polémique-là. Aujourd'hui, les dernières statistiques montrent que les derniers assureurs qui le faisaient quand même ont décidé de ne plus le faire. Donc à un moment donné, il ne faut pas croire aussi qu'en général, les rançons sont payées directement sur les fonds propres de l'entreprise. En général, c'est l'assureur qui permet de financer ces rançons. Et pourquoi ? Parce que l'assureur assure aussi autre chose, assure en fait je ne trouve plus le terme. On pourra couper ça. T'inquiète qu'on le garde. Ça, c'est sûr et certain. Ce sera pour te faire payer pour la promo. Donc toi, Sébastien, tu vois là, désolé, je suis parti dans le côté film et tout, mais c'est ça aussi la cybersécurité. C'est trop tentant. Hein. Je m'étais promis de rester calme, mais voilà, j'ai pas su. Mais Sébastien, donc toi, on parle de ces enjeux de dingue et tout. Mais toi, tu dois sensibiliser. Tu as combien de collaborateurs chez toi? Dans l'hôpital, vous êtes des centaines d'infirmiers, des gens à l'accueil. Tout venant, on doit être entre 800 et 900 collaborateurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a une information à donner sur le phishing. Donc, c'est assez connu. Donc, c'est-à-dire que ce sont ces mails qui vont justement être envoyés tout venant, qui arrivent dans les boîtes de tout le monde. Et avec trop peu de vigilance, en fait, on peut clairement soit faire venir quelque chose qui va pouvoir créer du tort à l'ensemble du réseau, soit parfois de manière un petit peu plus simple. Ça nous est déjà arrivé, c'est un mail qui est adressé à l'administrateur général c'est le mail provenant soi-disant de l'administrateur général au service achat en disant veuillez acheter telle chose et l'envoyer à tel endroit. Et donc, évidemment, il y a besoin d'avoir cette vigilance, de se dire ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer, parce qu'on peut très vite, dans des flux comme ça, être pris parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà, il y a plein de choses. Et puis, les mails ressemblent vraiment de plus en plus à des vrais mails. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle, etc., ces mails sont vraiment bien mieux fait qu'avant. Avant, on retrouvait assez facilement les fautes de français, les fautes d'orthographe. Ici, les mails commencent vraiment à ressembler de manière très très proche à ce que les personnes peuvent réellement faire, quoi. Et en préparant l'émission, Guillaume me disait que en fait, on parlait beaucoup d'IT, de système et tout, mais qu'en fait, c'était l'humain, la porte d'entrée, souvent. J'imagine que, le service achat, il est sensibilisé parce que, ça ne arrive pas tous les jours. 2, c'est les finances, il est derrière un ordinateur, il a un métier stressant, mais voilà. Mais l'infirmier, le chef de service santé qui vit sur des enjeux très forts autres, comment tu arrives, toi, c'est quoi le programme? Comment est-ce qu'il y a quelque chose pour les sensibiliser eux à ça, ou c'est pour dire ok, t'es gentil, mais mes priorités, j'en ai d'autres, quoi, hein, Alors, donc il faudrait aller vers ce système où tout le monde est sensibilisé de la même manière. Maintenant, ça demande des ressources. Et donc, je le dis en toute transparence, c'est qu'on n'est pas le meilleur élève par rapport à ça, parce que c'est vrai que déjà, envoyer des mails d'information, un infirmier n'a pas toujours le temps de lire tous les mails qu'il reçoit, etc. Finalement, lui s'occupe principalement des patients. Et donc, c'est pas toujours simple d'avoir cette possibilité de mettre en place des campagnes de phishing qui vont mieux fonctionner finalement dans des entreprises commerciales où on va l'envoyer à tout le monde. Les campagnes de phishing, c'est quand on fait semblant justement d'envoyer de l'hameçonnage et on voit si les gens répondent pas, c'est ça. Ça crée de la statistique
clic, donc c'est-à-dire que on va cliquer sur le lien, enfin la personne va cliquer sur le lien, et donc le système va récupérer ces informations et va faire un espèce de benchmark. Donc il va donner une espèce de tendance en disant bah tiens, il y a autant d'employés qui se sont fait avoir par le mail, et donc au niveau management, ça permet de retourner vers ces équipes en disant bah écoutez, faites attention, vous vous êtes fait avoir par ceci, et si c'est un vrai mail de phishing, il y a un vrai risque au niveau de la... Je voulais justement rebondir sur ce sujet-là qui est hyper important, parce que c'est vrai que 80% des cyberattaques passent par les messageries. Quand on dit messagerie, c'est ce que tu évoquais Sébastien, les mails, c'est aussi les SMS, et derrière les messageries, il y a quoi? Il y a des humains. Et on a vu en fait en cybersécurité pendant de nombreuses années les actions de sensibilisation qui étaient limitées en fait à des actions d'envoi d'informations, etc. Et aujourd'hui, comme ce que j'évoquais tout à l'heure sur le sujet des cyberattaques où il faut de la surveillance en temps réel, eh bien aujourd'hui, sur le côté humain, il faut aussi qu'on puisse déployer de plus en plus, c'est quelque chose qui est en train de vraiment se démocratiser, de la surveillance en temps réel. C'est-à-dire que pour baisser le risque lié au facteur humain, il faut bien sûr de la sensibilisation, mais il faut éviter de faire par exemple un module e-learning une fois par an, parce que ça c'est vraiment en termes d'efficacité pas vraiment terrible. Il faut plutôt préférer des choses comme des micro-capsules dans Teams ou dans les messageries instantanées où on va interpeller le collaborateur pendant 5 minutes sur un sujet. Il faut aussi, bien sûr, les campagnes de phishing, les simulations, mais là, de plus en plus, il faut utiliser des systèmes qui permettront d'avoir des campagnes qui soient le plus réalistes possible, parce que, comme tu l'évoquais Sébastien, les hackers sont aussi plus réalistes que jamais. Et puis après, et c'est là où j'en viens sur mon temps réel, il y a aujourd'hui des solutions qui permettent, dans les clients messagerie, directement d'alerter les utilisateurs sur ce qui est en train de se passer. Attention, le mail que tu crois être le mail de la personne habituelle, regarde bien, il y a une lettre de plus à tel endroit, et donc ça veut dire que c'est potentiellement pas la personne que tu crois. De la même manière, attention, il y a un lien qui t'invite à aller sur un site web. Ce lien-là, en fait, il te fait croire que c'est le site web que tu connais habituellement, mais ça n'est pas le site web que tu connais habituellement. Et donc, ces solutions-là, aujourd'hui, sont vraiment des solutions qui vont révolutionner le côté humain de la chose. Et moi, il y a une petite phrase que j'aime bien. Pendant très longtemps, j'ai souvent entendu dire l'humain est le maillon faible de la cybersécurité. Et moi, je trouve qu'avec ces nouvelles solutions, justement, on peut faire de l'humain le maillon fort de la cybersécurité. Je te vois sourire. Il est bon, hein. Il est bon. Oh là 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 là. Et ok, donc les messageries deviennent de plus en plus sophistiquées, donc par exemple pour protéger tout. Mais tu disais, je trouve ça hyper intéressant. Les infirmiers ne regardent pas, peut-être pas, n'ont pas le temps de regarder tous les mails. Qu'est-ce que, imagine, tu aurais un budget. C'est pas une question de budget. Qu'est-ce que tu ferais pour, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Qu'est-ce que tu dis? Ok, ça c'est une bonne idée pour toucher ces gens qui ne sont pas tout le temps devant l'ordinateur dans mon hôpital. Qu'est-ce qui te semble toi le plus opportun Mais donc concrètement, c'est là où il y a un challenge pour nous à relever, c'est de trouver le bon média et le bon timing pour le faire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut des mini-capsules, des petites vidéos qui expliquent en fait qu'est-ce que le phishing, qu'est-ce que l'attention qu'on doit avoir par rapport à toute une série de choses, ne pas communiquer son mot de passe. Alors, ça paraît évident de ne pas communiquer son mot de passe, mais parfois on est bloqué. Il y a un collaborateur qui doit prendre le relais. Ben, je vais lui donner mon mot de passe, comme ça il peut prendre le relais par rapport à ceci. Mais donc, tout ça crée finalement les failles de sécurité. Et donc, ce sont des informations qu'on doit pouvoir donner. Et en fait, il faut trouver le média le plus adéquat pour ne pas prendre du temps qui doit être donné au chevet du patient. Donc, Et avant de conclure l'émission et de vous demander la conclusion, je reviens sur quelque chose que moi j'ai appris par hasard sur des tests de cybersécurité qui pouvaient se passer, parce qu'en effet on pense aux mails, mais il y a des tests qui se font, que vous faites sans doute chez NSI aussi, pour voir comment se comporte le personnel. C'est de par exemple laisser un trousseau de clés avec une clé USB sur un parking et de voir quel employé va gentiment prendre les clés, mettre la clé USB dans son ordinateur,
pour évidemment rendre, avec la volonté de bien faire, de rendre cette clé, ben, en fait, c'était une clé qui était infectée, pas de chance. Ou alors le pot de clé que quelqu'un va déposer sur un comptoir à l'accueil de l'hôpital. Un accueil, c'est énorme, brandé avec le logo de l'hôpital. Les gens vont dire, ah, chouette, des clés, je peux les prendre. Et en fait, c'est des clés... voilà, ça, est-ce que, par exemple, tu as déjà fait ça chez toi et comment est-ce qu'on de nouveau sensibilise les gens à ça? Parce que ça paraît tellement fou, quoi. Ça paraît existe dans des films. En fait, non, ça existe aussi par là, quoi. C'est un peu la complexité parce qu'à partir du moment où on rentre dans des choses très concrètes comme ça, on va vite tomber aussi dans le fait de pointer du doigt la personne qui a créé ce problème. Pour bien faire, il faut faire ce genre de test. Mais il faut trouver aussi la bonne manière de ne pas faire culpabiliser la personne et de pouvoir justement en retirer quelque chose, et c'est ce qui était décrit, c'est de dire, voilà, il faut pouvoir en faire quelque chose de cette information qu'on récolte, de dire, voilà, là, il y a un maillon faible, donc c'est pas nécessairement la personne, mais c'est... Dans le mécanisme, là, il y a un maillon faible. Il faut pouvoir essayer de trouver une manière de le rendre plus fort. Mais tout ça demande du temps aussi. Oui. Et c'est parfois ça qui manque, finalement, dans les hôpitaux. C'est le temps pour faire toutes ces campagnes, pour faire le suivi, parce que c'est pas tout de faire une campagne, c'est qu'il faut encore, après, l'analyser, voir qu'est-ce qu'on met comme plan. Donc, finalement, il faut que tous les acteurs puissent se mobiliser pour avancer ensemble. Et là, je pense que on est dans un processus où on avance par rapport à ça, mais c'est pas quelque chose de simple. Encore une fois, je fais toujours cette comparaison. Dans une banque, c'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps. Dans les hôpitaux, eh bien, on a pu fonctionner en ne s'en inquiétant que très peu pendant un bon moment. Oui. Et maintenant, il faut qu'on soit plus à la pointe, il faut qu'on soit très proactif par rapport à ça. Oui. Et ça, c'est un challenge qui n'est pas toujours simple à relever, mais voilà, on est tous logés à la même enseigne, on doit le faire, quoi. Très très bonne pré-conclusion. La conclusion, ce que je vous demandais, c'est, toi tu es responsable IT depuis, tu disais, depuis longtemps, hein, ton métier a même évolué pendant la carrière, toi aussi tu es en poste depuis longtemps, tu as appris plein de choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toi, ton autre collègue, autre responsable IT d'hôpital qui commencerait, tu vois, qu'est-ce que toi tu as appris 5 dernières années, une chose, tu pourrais dire, arriver à dormir par exemple le soir, ça va être hyper inquiétant, mais il faut savoir rester zen. Toi, tu as eu contact avec plein de clients. Est-ce qu'il y a un fil rouge où tu vois, ok, ça c'est une bonne pratique à suivre. Voilà, si vous pouvez conclure l'émission là-dessus et faire profiter notre audience un peu de cette expertise là que vous avez acquis dans vos fonctions depuis 5 ans. Une chose à nous, un conseil à nous laisser, ce serait vraiment super. Je me permets de commencer. Oui. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il n'y a pas de cybersécurité dans l'absolu. Quand je dis il n'y a pas de cybersécurité dans l'absolu, c'est que même si bien sûr il y a des trames, des templates. Vous connaissez certainement l'ISO 27001. C'est une norme internationale pour piloter la sécurité des systèmes d'information. Bien sûr, il y a des trames communes. Mais ce qui est super important, c'est que le besoin en sécurité va être très différent d'une entité à l'autre. Et en fonction de ça, on va mettre en place des mesures de protection adaptées. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel parce que la cybersécurité, ça coûte cher et donc il faut prioriser les budgets. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je vais vous donner juste une petite anecdote qui n'est pas liée au secteur hospitalier, mais sur des toutes petites entreprises que je peux rencontrer qui parfois n'ont pas la capacité à mettre en place toutes les mesures de prévention et de protection qu'on pourrait mettre dans l'absolu. Mais à un moment donné, pour ces toutes petites entreprises, le cœur du sujet, par exemple, parfois est le backup. Parce qu'à un moment donné, on a identifié le fait que si on a un bon backup en fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction de ses besoins en disponibilité de son système d'information, un super backup peut déjà faire l'affaire. Et donc, à un moment donné, voilà, il n'y a pas de cybersécurité dans l'absolu. Il faut vraiment regarder le sujet au cas par cas en fonction des besoins réels de l'entreprise et son besoin de cyber-résilience. C'est tout à fait exact, et donc les backups, c'est vraiment le cœur de la cybersécurité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir restaurer le système, ou en tout cas une partie du système, celle qu'on estime être la plus importante, le plus rapidement possible. Maintenant, si je peux donner un conseil, voilà, moi je dirais il faut rester humble, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met dans une position où non, on n'est pas en sécurité, mais en même temps on fait
le maximum pour tendre vers cette sécurité. Je pense qu'on est déjà sur un chemin qui est plutôt positif par rapport à la cybersécurité. Maintenant, c'est clair que il faut intégrer, je pense, à tout projet la cybersécurité. Le message le plus important derrière, c'est de dire, si je devais reprendre un petit peu le cheminement, c'était impossible de mettre de la cybersécurité sur nos systèmes il y a 5 ans. On devait, au fur et à mesure de l'évolution, quand on remplace quelque chose, quand on met à jour certains serveurs, on se préoccupe de la cybersécurité dans chacun de ces projets. Le faire de manière globale sur tout un réseau ou sur tout le système de l'information, je pense que c'est quasi impossible en fait. Il faut que ce soit step by step, si je peux dire, et que ce soit vraiment partie intégrante de tout projet qu'on a avec nos collaborateurs. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expertise. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Vous m'avez fait rêver, vous nous avez fait rêver, je suis sûr, de l'autre côté quand même. Vous dormez bien, quand même, soumis à tous les dangers du monde. C'est pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'humains dans la cybersécurité, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup d'ISO, il y a beaucoup de procédures, mais ça a été dit dans l'émission, quoi. Hein. Il y a beaucoup d'humains, quel que soit l'échelon de ça et tout. Et donc moi, je tiendrai ça personnellement. De ça, merci beaucoup pour tout ce partage. Vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, mettez des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, un commentaire. Il y a plein de super autres émissions qui arrivent dans ce podcast du futur par NSI. J'espère qu'elles seront au moins aussi chouettes que celle-là. À bientôt. Au revoir.